Messieurs, dames, bonsoir. On est dans la joie et la bonne humeur, c'est très bien. Bienvenue à vous tous au musée Médard. On est ravis de vous accueillir ce soir et on est ravis d'accueillir Monsieur Robert Lobé ce soir pour une conférence dans le cadre de l'exposition Relier aux Enchantés l'imaginaire végétal que le musée accueille, exposition proposée par les amis du musée et du Fonds Médard. Et on est vraiment très très heureux et très honorés d'avoir cette exposition qui fait vraiment, voilà, c'est le diptyque avec l'exposition Le Langage des Fleurs et qui a ouvert donc le 14 mai et qui rencontre un très joli succès. Donc merci beaucoup à vous. Je vais laisser la parole à Marie-Claude Rosello qui va vous présenter notre invité ce soir et je vous souhaite une bonne conférence. Voilà. Merci. Alors bonsoir, je suis la présidente des Amis du musée et du Fonds Médard. J'ai eu l'honneur de rencontrer Robert Lobé à son atelier, qui nous a gentiment fait visiter et fait découvrir les œuvres qu'il fait, qui sont magnifiques. Donc je lui ai proposé de devenir le président du jury du 6e prix de reliure, que vous pouvez voir actuellement au rez-de-chaussée. Voilà, donc Robert est graveur, peintre, il est le directeur des éditions de la Margeride, qui se trouve à Saint-Gervasy. Et oui, c'est ça. À Saint-Gervasy, dans le Gard, c'est pas très très loin. Et on peut visiter son atelier, il reçoit les gens avec grand plaisir en leur montrant le travail qu'il fait et tout son atelier présente. Voilà. Merci. À toi. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler de livres d'artistes. Je pense que nombre d'entre vous, ça va, vous m'entendez? D'accord. Nombre d'entre vous savent de quoi il s'agit quand on parle de livres d'artistes. Donc ce sont des livres qui sont conçus, créés, sont des œuvres d'art avec des dessins, des gravures, des peintures selon le cas, qui entre je crois que le terme le plus adapté, qui entre en résonance avec les textes, généralement de poésie, assez courts. Et vous allez voir avec la présentation qui vient, qui est en deux parties. Il y a une toute petite vidéo qui a été réalisée par Frédéric Siller de Via Occitanie, la chaîne télé, qui montre l'atelier, donc vous allez voir où ça se passe, comment ça se passe, et ensuite d'où ça vient, la progression, l'évolution de mon travail sur déjà 25 années. Voilà. Donc on démarre avec le... J'ai perdu mon huile. C'est un problème, ça. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous amène dans la commune de Saint-Gervasy, dans le Gard, tout proche de Nîmes, à la rencontre de Robert Lobé, l'un des derniers éditeurs graveurs aux techniques d'imprimerie anciennes. Retour vers le passé, au cœur de l'atelier de cet homme, amoureux de l'encre, des mots et des couleurs. Mon métier, c'est de créer des images, avec les moyens de la gravure, les moyens du dessin, les moyens de la peinture, et surtout créer des livres d'artistes, donc des livres qui contiennent des textes poétiques d'auteurs contemporains, que je vais accompagner avec mes images. Ça fait 30 ans que je suis artiste, auteur, professionnel. À l'origine, il y a une passion pour le dessin et pour les vieux livres. Ça a toujours exercé pour moi l'objet livre, et particulièrement les livres anciens, un objet de fascination. Donc la plaque a été ancrée, maintenant on peut imprimer. Voilà. L'impression est terminée, surprise, donc c'est exactement ce que je souhaitais, puisque par-dessus, je vais rapporter des éléments de texte et je veux quand même donner la primauté au texte. Je visualise le résultat possible, espéré.
Je précise parce que des fois on a des surprises. C'est ce qui rend la chose d'autant plus attirante, c'est qu'il y a un côté un peu magique. Même avec des années d'expérience, lorsque vous imprimez une gravure, il y a un bonheur de regarder ce qui apparaît. Il y a toujours un effet de surprise. C'est ça qui est passionnant, parce que chaque jour de travail, on a l'impression d'avoir gravi un peu son Mont Ventoux à vélo, quoi. Parce que on n'est pas rentable, c'est évident. Mais on accède à une qualité différente, certainement. Il y a une sorte de complicité, on va dire, avec les machines. Je les entretiens avec beaucoup de soin. Le risque est toujours, effectivement, d'avoir un gros pépin sur une machine. Ça peut arriver. Après, c'est la débrouille, c'est le réseau, c'est les copains qui connaissent l'un, qui connaissent l'autre. Et heureusement, en général, on arrive à se dépanner. Donc ici, on voit ce qu'on appelle la cuvette. Donc le papier, c'est bien appliqué sur la plaque. Pourquoi le choix de travailler comme à l'ancienne? Il y a la passion des beaux objets, du savoir-faire des relieurs de l'époque, des vieux cuirs, cet art qui réunit des savoir-faire parfois séculaire. Je crois qu'il y a quelque chose qui est important, et je pense notamment aux jeunes générations en disant ça, c'est croire en soi. Le temps et le travail, ça paye. À un moment donné, vous allez être un peu plus connu, vous allez commencer à vous installer dans un fonctionnement qui vous est propre, qui est de qualité et qui est reconnu. Mais pour ça, il faut du temps. Bien calé, et c'est parti. Il faut en moyenne à Robert 1 mois pour réaliser un livre qui ne sera jamais relié, signe de sa marque de fabrique. Dans l'avenir, Robert Lobé est disposé à aider ceux qui souhaiteront débuter une activité similaire pour préserver l'esprit patrimonial de beauté et d'exigence à la création d'un livre comme à l'ancienne. Cette vidéo, c'est que ça vous permet de voir comment je travaille, où ça se passe, ces machines anciennes et un peu la façon d'opérer dans ce travail d'édition. Ce que je vais vous montrer maintenant dans une série de documents photos, c'est l'origine de ce travail. Et l'origine, comme je le disais dans la vidéo, pour moi c'est d'abord une passion pour les livres anciens et le dessin. C'est un truc de gamin, j'ai toujours beaucoup aimé le dessiner, admirer les dessins, notamment les dessins anciens. Et la gravure, la calligraphie m'ont aussi toujours intéressé. Donc, dans ce parcours, il y a l'intérêt pour le dessin, l'intérêt pour les voyages, l'intérêt pour l'architecture. Alors, pourquoi l'architecture? Parce que pour moi, souvent je considère l'architecture un peu comme une écriture, un rapport étroit entre calligraphie et architecture. Comme si l'architecture, les paysages, l'architecture naturelle ou d'origine humaine, était une sorte de calligraphie sur la ligne d'horizon. Tout à l'heure on était en Italie, ici on est au Burkina Faso, ici on est en Égypte. Alors pourquoi l'Égypte? C'est je dirais une charnière importante dans mon travail. En 2000, je suis, après plusieurs voyages là-bas, je suis invité par le Centre culturel français pour une résidence d'artiste de 1 mois et demi. Donc, merveille, je peux dessiner, travailler, peindre, arpenter le pays en ayant le temps de dessiner, le temps de travailler. Et ça, c'est vraiment pour moi un moment important. Et d'ailleurs, tellement important que je suis tellement sollicité par des sujets, des motifs qui me passionnent, que mon dessin, mon approche du travail va évoluer énormément. Je fais là-bas plusieurs expositions et je donne des cours, et entre autres je donne des cours à des archéologues qui travaillent avec le Centre d'études Alexandrine, qui fait les fouilles de sauvetage. Alexandrie, imaginez une très grande ville, le long de la côte méditerranéenne,
la mer en face, le lac Mariou derrière, et une ville moderne qui demande qu'à s'agrandir. Mais évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On bâtit des immeubles parce qu'il n'y a pas tellement de place. Et donc, avant de construire, Jean-Yves Empereur, qui est le responsable qui était, puisque maintenant il est retraité, du centre d'études, va négocier avec les promoteurs pour pouvoir faire des recherches, parce qu'Alexandrie, imaginez, c'est New York à l'époque antique. Donc pour les archéologues, c'est un laboratoire absolument fabuleux. Et quand je leur demande si je peux faire un peu la petite souris, si je peux aller avec eux dans les sites pour voir, au moment où ils rentrent dans une citerne ou dans des catacombes, quelle impression ça fait, avec un éclairage à tout juste suffisant. Et ils me disent, mais pas de problème, au contraire, nous, ça nous intéresse de se confronter à un travail artistique. Donc évidemment, je ne me suis pas fait prier. Et donc, en parallèle, je travaillais beaucoup à l'époque ce qu'on appelle le livre-objet. Alors, livre-objet, ça recouvre différents types d'œuvres d'art, pas forcément avec du texte. Ceux-ci, par exemple, ont des dessins, des textes très courts, des citations, ou quelquefois uniquement un travail sur la matière papier. Et donc je fais cette résidence et nous sommes à 1 an et demi de l'ouverture de la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie. Donc les gens du centre culturel me disent, mais toi qui fais des livres, tu vas revenir l'année prochaine. Et puis l'année d'après aussi, parce que c'est le moment de l'ouverture. Et il y a un workshop, un atelier collectif avec des artistes qui viennent du monde entier pour travailler sur le thème du livre, pour aussi créer des œuvres qui vont être données à la bibliothèque d'Alexandrie, qui constitue son fonds. Fonds d'ailleurs en bonne partie alimenté par la France, entre autres bien sûr. Donc je vais créer pendant cet atelier collectif des livres-objets, puisque l'objectif c'est aussi de faire une exposition pour l'inauguration. Et ici vous voyez ce livre pyramide qui représente différentes couches de civilisation, des différentes époques et différentes calligraphies. Et on est aussi dans son rapport à l'architecture et à l'archéologie, puisque l'archéologue il va gratter, creuser, et plus il descend, plus il remonte dans le temps. Alors, l'annuaire d'Alexandrie, ça fait référence à la puissance économique de cette ville, puisque là on est donc en 2000. L'annuaire de l'époque, de 1900, était vraiment un véritable bottin, et c'était quand même assez extraordinaire de se dire, mais tous ces gens, en 1900, avaient le téléphone, et que sont-ils devenus? Donc il y a un retour sur le passé, un questionnement qui m'intéressait. Et vous voyez, j'utilise dans mes livres toutes sortes d'objets, dont du bois de palmier, dont les Égyptiens font notamment des cagettes. Et j'aime bien le recyclage, c'est mon côté un petit peu écologique. Donc je vais utiliser ces matériaux naturels, des papiers, pour créer ce que j'ai appelé, dans toute une série de travaux, des maisons de livres. Pourquoi des maisons de livres? Parce qu'en travaillant avec les archéologues, je me rends compte en fait du rapport intime, étroit, des ouvrages et des civilisations, et notamment lors des tensions sociales, voire carrément des guerres civiles, parce que Alexandrie, 2300 années avant aujourd'hui, moins 300 avant Jésus-Christ, c'est un peu un concentré d'humanité, c'est-à-dire il y a des périodes d'apogée extraordinaire, et il y a des périodes malheureusement de décadence, de guerre assez difficiles. Et en général, ça continue d'ailleurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait dans ces périodes-là? On commence par détruire les livres, et en général après on continue avec les gens. Donc moi j'imagine que ces livres, je ne vais pas en faire des SDF, ce ne serait pas correct, donc je vais leur créer des petites maisons. Et c'est ce que j'ai présenté à la bibliothèque d'Alexandrie. Quand
rentre, donc ce travail, il intéresse des auteurs, il intéresse aussi des collègues artistes. Là, je suis au Sénégal où je vais participer à un événement qui est assez proche de ce qui s'est passé avec Sandry, sur les pas de Léopold Senghor. Et donc c'est ma découverte de l'Afrique de l'Ouest et des artistes, et je fais un travail spécifique autour du livre, mais orienté à partir des textes de Léopold Senghor. Quand je rentre en France, je travaille déjà avec des poètes, et notamment Michel Butor, Salas Tétier du Liban, André Chédid qui est né en Égypte, René Pos qui est un auteur nîmois mais qui me suit et qui se passionne pour la période antique. Et donc ces personnes vont me dire mais on va travailler ensemble, me proposent des textes. Vous voyez ici Michel Butor. Alors Michel Butor avait travaillé en Moyenne-Égypte comme enseignant, et donc il était très intéressé par l'idée de faire un ouvrage. Et celui-ci, ça s'appelle Les vivants et les morts, parce que le livre, toujours dans cette idée de catacombes, de couches successives archéologiques, ça parle d'une cité qui s'appelle Gabari, qui est immense, qui est en fait une nécropole. Aujourd'hui, la dite nécropole est traversée par une autoroute. Et donc, toujours dans cette idée de maison de livres, je crée des structures qui hébergent les livres d'artistes. Alors, mon ambition au départ était, pour chaque livre un peu important, de faire une maison de livres, une structure comme ça. Ça fait quand même 80 cm de haut. Je me suis vite calmé parce que ça devenait vite un peu encombrant. À la fois pour les auteurs, parce qu'il y en avait une pour les auteurs, et pour moi, parce que l'atelier déborde de toutes sortes d'objets. Et donc, André Chédid, avec qui j'ai fait un travail fouille, donc qui parle, vous voyez dans cette gravure, la ville moderne et puis toutes les couches, l'histoire, en fait, 2300 ans d'histoire qui sont sous nos pieds quand on est là-bas. Et la particularité qui m'a beaucoup frappé, parce que j'ai arpenté, dessiné énormément dans ces lieux, souvent assez déserts et pas forcément funèbres, parlant des nécropoles, c'est qu'on sent, moi j'appelle ça la peau de la ville, on sent la ville au-dessus. On entend même parfois le bruit des gens, le bruit de la ville, alors qu'on est en fait à 2 ou 3 mètres sous terre. Il y a cette interaction entre le passé et le présent qui pour moi est assez passionnante. En parallèle avec ce travail sur les livres, naturellement, je fais des peintures, je fais des gravures, je fais des dessins. Pour moi, c'est quelque chose qui est totalement lié. Et ici, vous voyez une bibliothèque, c'est une toile qui fait 1,30 m de haut. C'est une série de ce que j'ai appelé les bibliothèques, qui évoquent en fait des dos de livres déposés sur des étagères, mais aussi les loculi des nécropoles. Donc je joue un peu avec l'architecture et l'idée des bibliothèques. Et ce dialogue art graphique et livre, en fait, pour moi, c'est mon fonctionnement, mais en plus, ça me permet de me renouveler, puisque c'est moi qui illustre tous les ouvrages que vous allez voir. Et actuellement, le catalogue des éditions de la Margeride doit comporter, je sais pas, 150 titres au moins. Donc, c'est vraiment un dialogue permanent entre mon travail graphique et le travail avec les auteurs. Lequel travail avec les auteurs prend des formes parfois assez différentes. Ceci, j'ai appelé ça l'atelier des poètes. L'idée, c'était en lien avec le festival de l'Odève à l'époque. L'idée, c'était d'associer mes gravures avec des manuscrits de poètes du monde entier. Et donc, l'idée a tellement bien marché que la collection maintenant comprend à peu près 250 manuscrits. Le musée de Sète en possède un certain nombre aussi. Et donc avec des langues différentes, chaque fois avec l'écriture ou la calligraphie du poète.
Alors celle-là, pour moi, elle a une valeur particulière parce que donc, Marlena Brester vit à Tel Aviv actuellement. Salah Lamdani est né à Bagdad avec Roni Sourmek, qui est un des plus grands poètes vivants en Israël. Et donc sur cette même gravure, cette même image, vous avez le monde arabe et le monde juif qui se rencontrent, qui dialoguent et qui parlent de paix. Malheureusement, c'est vrai que je montre toujours cette image en disant c'est pour nous c'était et c'est toujours un symbole de paix important. Ça n'a pas vraiment changé la face du monde naturellement. Mais bon. Encore des images. Alors, celle-ci m'intéresse parce que vous voyez toutes sortes de techniques. En fait, la gravure, c'est de la cuisine. Hein. On peut faire de la gravure, oui, je dis ça en souriant, mais on peut faire de la gravure de façon traditionnelle, l'eau forte, et j'adore ça. Mais c'est aussi un monde de possibilités, comme ici, du collage, du monotype, c'est-à-dire des œuvres où le dessin est unique, du carborundum, des plaques sur lesquelles on rajoute des matières pour avoir des gaufrages. Bref, on s'amuse bien à l'atelier. Et puis, le voyage. Alors le voyage, pour moi, c'est un ressourcement, c'est une matière vivante pour à la fois créer des livres, imaginer des projets, dialoguer avec des artistes. Ici, Marc-Henri Arfeux avec la cathédrale de Sienne. Et un travail qui est entièrement, alors ça ce sont des encres de Chine, et un travail qui est fait en typographie au plomb mobile. Alors, typographie au plomb mobile, c'est quand vous travaillez avec les lettres qui sont indépendantes les unes des autres, et que vous composez, comme vous avez vu sur la vidéo. Chemin Kanak. Alors, Chemin Kanak, c'est lié c'est un travail de Bruno Doucet, à la Nouvelle-Calédonie et au bambou gravé du peuple kanak. J'ai fait plusieurs travaux avec Bruno Doucet d'une part et Ima Sango, qu'on verra peut-être un peu plus loin, parce que je me suis toujours intéressé au dessin traditionnel, au dessin des peuples dits primitifs. Et donc, le travail des Kanaks, notamment sur les pierres gravées et sur les bambous, m'a toujours passionné. Donc ce livre fait référence à ce travail, à cette tradition kanak. Alors, ce que vous avez vu auparavant, c'est ce que j'appelle l'édition, c'est une collection passerelle. Je parle de collection parce que mon travail et mon choix depuis le départ, c'est de rester proche du public. Comme vous voyez, j'aime bien parler, je suis un peu bavard. Et j'ai toujours voulu garder le lien avec les gens qui s'intéressent au livre, parce que j'estime que si on veut que nos métiers, notre savoir-faire soit transmis, il faut que le maximum de personnes puissent l'apprécier. Donc je travaille avec des éditions, vous en avez un certain nombre ici, qui sont avec des œuvres originales, mais j'ai imaginé les moyens de faire des choses abordables. Et j'ai aussi tout un volet de travail de bibliophilie, lequel travail va intéresser des relieurs, comme ici Marie-Pierre Jousset, avec ce que vous voyez, qui a fait la couverture d'Art et Métier du livre. Et je travaille comme ça régulièrement avec des artistes du livre, comme ceux qui exposent ici dans le musée en dessous. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de travailler avec des auteurs comme Philippe Costaglioli, qui ont des ouvertures internationales. Ce livre-là, vous avez de l'anglais, du français et du catalan. Un travail, une composition typographique, de la gravure, et l'ensemble du livre est imprimé à l'atelier, toujours en typographie. James Sacré, qui nous amène au Maroc. Alors James Sacré, qui vit à Montpellier, vient d'avoir le prix Goncourt de la poésie. Il est mal connu du public, mais qui est un prix très, très important, qui couronne son œuvre. Et
c'est vraiment une œuvre poétique à découvrir, James Sack. Parmi tant d'autres. Encore Philippe, avec ce format très particulier, ce qui m'a intéressé dans ce projet, donc vous voyez que le livre d'artiste, en fait, on peut faire plein de choses. On peut jouer avec les lettres, on peut jouer avec la composition. Et là, ce sont des textes qu'on peut lire soit verticalement, soit transversalement. Donc pour le typographe, effectivement, c'est l'occasion de bien s'amuser et de faire quelque chose qui est quand même assez créatif. Très long, par contre, mais... Et donc ce livre a été relié magnifiquement par Pénélope Guidoni, qui vient et travaille en Provence. Un autre livre de Pénélope, relié par Pénélope Guidoni, NY de Corinne Hooks, qui elle vient de Belgique. Alors NY, tout le monde va deviner, hein, mais ce n'est jamais dit dans le texte, mais... Et voilà ce que ça devient entre les mains de l'artiste relieur d'art. Ce livre est absolument sublime. Moi, je suis totalement émerveillé par le travail des relieurs. C'est pour ça que j'ai répondu favorablement à l'invitation de Marie-Claude pour être le président du jury, parce que c'est extraordinaire ce que font les relieurs avec le cuir, avec une patience absolument infinie, que je serais très loin d'avoir, d'ailleurs. Alors, je parlais d'Imasango tout à l'heure, et de l'Arcanac. Ceci, c'est sur les pierres gravées. Les pierres gravées en Nouvelle-Calédonie, qui sont à la fois des repères et des marqueurs sociaux, des repères historiques et géographiques. On a un projet d'ailleurs, prochain livre que je vais réaliser avec Imasango, parle de la navigation et des pirogues avec des voiles tressées par les femmes. Donc là, il y a tout un processus de création qui se met en route toujours autour du monde polynésien kanak. Un autre voyage, Anabase de Saint John Perse. Saint John Perse a écrit Anabase, donc là c'est seulement un chant qui fait l'ensemble du livre. Il est parti il doit y avoir exactement 100 ans, il est parti de Chine vers la Mongolie de l'époque, qui était une terre quasiment, pas terra incognita, mais en tout cas extrêmement peu peuplée, traversée de tribus qui étaient plus ou moins hostiles les unes par rapport aux autres. Il est parti avec des amis dans de vieilles voitures, et il a ensuite écrit ces textes qui m'ont intéressé par rapport au paysage et aussi la façon dont il, dans sa poésie, aborde le thème des couleurs. En 2015, on avait eu la chance, encore avec deux archéologues, décidément c'est une manie, mais j'ai pu, avec mon épouse, partir en Mongolie sur les traces des pierres à cerf. Alors, qu'est-ce que c'est que les pierres à cerf ? Je vous avoue que quand je suis parti, je ne savais pas du tout. Ce sont imaginez des menhirs, mais autant le menhir d'Obélix, vous voyez, ça a une forme pas vraiment dégrossie, autant les pierres à cerf sont généralement taillées, assez nettement, et il y a un motif circulaire qui s'élève du bas vers le haut, avec des cerfs à bec d'oiseau et des cornes en forme de spirale, et ça ponctue la steppe sans qu'on sache très bien comment, quand ça a été fait, par quels moyens ils reproduisaient ces dessins très, très complexes à dessiner, peut-être avec des peaux trouées, on ne le sait pas. Et donc on a fait un peu la tournée des sites archéologiques, et ce que j'ai fait là, c'est le travail que j'aime faire quand je suis en voyage, par le dessin, l'aquarelle, puisque là on était dans un centre archéologique où là encore j'avais le temps, je pouvais m'installer pour dessiner un peu. Et cette année, ou l'année dernière, donc j'ai fait avec Sabine Péglion
ce livre sur les rives du lac Cotswold. C'est un très grand lac, je crois que c'est la deuxième réserve d'eau douce au monde, qui va du nord de la Mongolie au sud de la Sibérie. Paysage magnifique où j'ai pu là encore dessiner, collecter tout un tas de documents qui après à l'atelier vont nourrir mes créations. Y compris bien sûr de temps en temps un petit tableau. Alors il y a le voyage, il y a aussi le voyage dans le temps et le voyage dans l'histoire. Marianne, c'est un livre très particulier, puisqu'il parle d'une jeune femme qui a été assassinée, il faut dire les choses, à la toute fin de la guerre, à la frontière suisse, parce qu'elle faisait passer des enfants juifs en Suisse. Et donc quand Bruno Doucet m'a proposé ce texte, je lui ai dit, mais comment je peux faire un livre avec une histoire aussi tragique. Parce qu'il faut que je vous dise qu'on a retrouvé dans la poche d'un des petits qu'elle a sauvés, parce qu'elle les a sauvés, un poème, le seul poème que Marianne ait écrit, à notre connaissance, et donc ça s'appelle « Je trahirai demain ». Vous voyez un peu. Donc je dis à Bruno, mais vraiment... Et bon, le livre s'est fait, et il a été pour le public et pour nous-mêmes un moment vraiment très très fort d'émotion, de partage avec le public, encore une fois, et je dirais presque de partage avec Marianne, parce que j'avais l'impression, vous imaginez quand vous imprimez 100 livres l'un après l'autre, page après page, j'avais vraiment l'impression qu'elle était à mes côtés. Donc je me disais, ce que tu fais, ça a quand même du sens. Donc le livre d'artiste, ça peut être aussi un engagement. Je parlais d'engagement pour toucher un public aussi large que possible et parler de créativité, parler d'ouverture, mais c'est aussi un engagement par rapport à des événements historiques et assez tragiques. Alain Frex et cet ouvrage qui a vu le jour il n'y a pas très longtemps, donc vous en avez quelques-uns, ils sont des petits ouvrages. Alors contrairement à ce qui est dans la vidéo, là c'est une petite révolution aux éditions de la Margeride, puisque ces livres-là sont reliés. Et toujours, bien sûr, accompagnés de dessins, ici des encres de Chine. Alors, Connivence. Connivence, en fait, c'est le nom de la collection. Au départ, j'ai voulu, parce que j'imagine, bien sûr, j'ai voulu créer une revue de poésie qui soit entre le livre d'artiste et la revue de poésie. L'idée étant de rassembler des auteurs d'horizons différents et même des artistes. Donc ça prenait cette forme, c'est à peu près le format A4, les nouveaux sont plus petits, avec donc ici une poète de Dijon, son mari qui était le directeur de l'école de la photo d'Arles, et Alain Frex encore, et avec des œuvres à l'intérieur. Et ces ouvrages ont été souvent réalisés à l'occasion d'événements. Ici, c'était le centenaire de la réserve de Calabre. Et donc, j'ai fait là encore des tableaux, des dessins. J'ai fait une résidence d'artistes au phare de la Gachole, endroit merveilleux que je vous recommande entre Bauduc et les Saintes-Maries de la Mer. Et donc, tout un ensemble de travaux, dessins, peintures, livres, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Un autre événement, j'ai travaillé avec l'école navale, l'école qui forme les élèves officiers de la marine militaire. Et ça a été pour moi, j'aime la mer, j'aime les bateaux, et ça a été une expérience vraiment exceptionnelle parce que j'ai été accueilli avec vraiment une gentillesse remarquable. Et ça m'a même permis de naviguer sur Penguic avec des jeunes, des futurs officiers de marine. Et vraiment, cette rencontre avec la marine a été pour moi un événement assez extraordinaire. Et bien sûr, encore des dessins, des aquarelles. On remonte le temps. Ça, c'est un livre que j'ai fait au printemps. Là encore, le voyage, le nord,
la steppe de Scandinavie, la Bretagne avec Yvon Lemay. Alors, ne vous méprenez pas, le bateau, il y a toute une histoire avec ce livre. Amzerzo, c'est le nom du bateau, c'est un misénier du Trégor. Et la personne dont il est question était le président de l'association locale, il avait un bateau de ce type. Et ça parle d'un sujet d'actualité, la fin de vie, la maladie, mais avec le talent et l'extrême sensibilité d'Yvon Lemay. C'est là aussi un livre, je parlais de Marianne, mais un livre qui, moi, m'a profondément ému, même bouleversé. Alors, avec Rêve sur pilotis, on aborde une période récente et même actuelle, puisque donc, je vous ai beaucoup parlé d'Égypte, et l'Imprimerie nationale m'a sollicité pour réaliser un livre sur ou à partir de mes œuvres réalisées à Alexandrie. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait, l'Imprimerie nationale détient un fonds remarquable un fonds égyptologique. Ils ont des liens avec l'Égypte, ils ont des liens avec des archéologues du Caire, et notamment l'Institut français d'archéologie orientale, qui a remonté un atelier typo à l'ancienne. Donc là, on est à Douai, et ce que vous voyez là, c'est une sorte de carnet d'atelier. Il y en a 2 de réalisés pour le moment. C'est des travaux préparatoires pour le livre qui est actuellement en cours de réalisation à l'Imprimerie nationale. Alors pourquoi je parle de ces carnets d'atelier? Parce que ça reste dans l'esprit de tout l'ensemble de mon travail. C'est pour l'équipe de l'atelier à Douai et moi-même un instrument de travail, une maquette on va dire, mais cette maquette un peu arrangée, mise en forme, me sert aussi pour la diffuser auprès du public, pour montrer toute la progression d'un travail en amont de la réalisation finale. Alors vous voyez l'Imprimerie nationale, alors moi vous voyez un enfant dans un magasin de jouets, je fais la même chose. Ce que vous voyez là, par exemple, une réplique de la presse de Gutenberg, des planches d'égyptologie et toutes ces machines qui sont en état de marche, utilisées, réparées par une équipe de passionnés. Au Japon, on dirait que ce sont des trésors vivants, ces gens-là. Moi, je les admire totalement. Et donc, j'ai la chance d'aller travailler, j'y retourne dans 10 jours, d'aller travailler à Douai sur ce livre qui est en cours de fabrication et qui devrait sortir normalement en juin ou juillet. Donc, c'est pour bientôt. Et voilà, donc, ils sont en mesure d'imprimer en hiéroglyphe, ce qui est quand même assez remarquable. Et ici, vous voyez la machine avec laquelle on imprime ces blocs de texte qui sont chacun apparaîtra sur une page de notre livre. C'est un livre que je fais avec l'Imprimerie nationale, Bruno Doucet, déjà cité. Et rien que le travail de composition, de composer, c'est-à-dire le montage, la réalisation d'un de ces blocs avec les bons espacements, en évitant les fautes, en évitant tout ce qui n'est pas dans la plus belle qualité typographique, représente un travail absolument énorme. Alors ici, vous voyez, on a imprimé ces petits signes-là, ce sont toutes les corrections, c'est les signes utilisés par les typographes pour dire, bon là, il faut rajouter un espace, et toute une codification. Et là, donc, la presse avec laquelle on imprime les gravures, une presse qui a quand même imprimé des gravures de Corot. Là, elle est de 1700, 1800. Très belle machine. À la fin de la journée, je peux vous dire que vous avez mal aux épaules quand vous avez imprimé toute la journée. Et voilà un exemple de gravure. Donc, il y aura 12 planches. Le livre fera 40 cm de haut et 30 cm de large. Et dans chaque séquence, on va dire,
vous avez des gravures qui reflètent Alexandrie depuis le départ. C'est-à-dire quand Alexandre est intronisé de lignée divine jusqu'à aujourd'hui avec la bibliothèque d'Alexandrie, la nouvelle. Alors vous allez me dire pourquoi cette passion pour les bibliothèques, passion pour le livre, mais aussi à Alexandrie, la passion des Alexandrins eux-mêmes pour leur bibliothèque. Parce que pour eux, c'est vraiment... un jour, un chauffeur de taxi me dit, mais nos bibliothèques, elles sont là dans notre cœur. C'est magnifique ce genre de commentaire. Donc voilà un exemple des premières feuilles tirées qui vont être ensuite réunies dans un ouvrage avec coffret magnifique travail de l'Imprimerie nationale. Il sera tiré à combien d'exemplaires? Alors 60 exemplaires et donc voilà, 60 exemplaires. Il y aura de mémoire 10 tirages de tête. Voilà. L'édition courante étant quand même probablement vendue à un prix de 2000 €. Voilà, c'est pas tout à fait grand public, mais quand on sait le travail que cela représente, ça vaut quand même... c'est un travail exceptionnel. Voilà, j'espère pas avoir été trop long. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Vous avez ici une sélection d'ouvrages, dont certains que vous avez vus, vous avez même des études. Et le livre Peindre les mots qui retrace ce parcours de ces 25 années entre 2000 et aujourd'hui, avec une partie récit et une partie anthologie qui réunit 40 auteurs, dont Michel Butor, André Chédid et bien d'autres. 40 auteurs que j'ai publiés, avec en face l'œuvre qui a été créée, une des œuvres qui a été créée pour le livre. Merci beaucoup pour votre... Merci. Si vous avez des questions, si quelque chose vous a intrigué, ou si... Voilà, n'hésitez pas. Avez-vous travaillé différents papiers? Oui. Alors le papier, c'est un élément fondamental, parce que chaque papier, chaque grammage, chaque texture donne des résultats très différents. En plus, je ne l'ai pas précisé, mais quand vous voyez des tableaux, ce sont des toiles. Je travaille toujours sur papier parce que j'aime beaucoup travailler à l'encre de Chine, et il y en a pratiquement toujours, soit dans les livres, soit dans les tableaux, voire même dans les gravures, parce que maintenant je fais souvent Avant on faisait des grandes éditions, maintenant on se permet beaucoup plus de faire quasiment des œuvres uniques. Donc l'encre de Chine, ou les encres en général, ou la peinture acrylique que j'utilise, souvent très diluée. En fait, je travaille avec de la résine et des pigments. Et je travaille à plat sur du papier. Et ce papier est ensuite collé, on dit marouflé, c'est le terme ancien, technique, sur de la toile de jute ou de la toile de coton. Donc, autant de papier, autant de réactions. Mais en plus, le papier, quand on travaille sur des velins, quand on travaille sur des papiers faits dans des moulins, faits à la main, c'est extraordinaire. Alors, le problème qui se pose, que je rencontre des fois, c'est que des fois j'ai des papiers qui sont tellement beaux. On m'a fait cadeau il y a quelques années d'une pile de papier qui était utilisée par un artiste des années 50 absolument très connu, dont le nom m'échappe, mais ça va me revenir. Et ce papier est tellement beau que je ne veux pas l'utiliser. Donc voilà, j'ai des réserves pour quelque temps, mais le papier c'est merveilleux comme matière. Et je recycle énormément mes papiers de toutes les manières possibles. La question écologique pour moi est importante, donc j'utilise beaucoup de solutions alternatives, et il y en a beaucoup.
à la fois pour des ateliers, pour même de la transmission avec des gens qui sont amenés à travailler avec toutes sortes de publics, des enfants ou des personnes handicapées ou à l'étranger. À une époque, j'avais reçu en stage un artiste haïtien qui voulait créer un atelier des rues. Donc on avait trouvé un système pour faire de la sérigraphie avec rien, quoi. Et on y était arrivé quand même. Et là aussi, comme je disais avec les livres, c'est ce qui donne sens à un travail d'artiste. C'est pas simplement de faire des jolies choses autant que possible, mais d'être dans l'ouverture et le partage. Pour moi, c'est vraiment important. D'autres questions? Oui. Oui, je peux vous poser une question de base. Oui. Parce que, bon, j'ai bien compris tout le système d'ancrage, etc., mais vous êtes assez vite sur la plaque. Vous commencez par une peinture, après vous gravez sur une plaque, comment ça se passe? Non, c'est des choses distinctes. Si vous voulez, la gravure, c'est ce qui se fait avec la machine, avec la ronde-roue. Là, vous travaillez soit sur du bois, du métal, du plastique. J'utilise beaucoup le plastique, le plexiglas, mais aussi la linoravure, c'est une sorte de matière qui se découpe avec des petites gouges. Et une fois que vous avez dessiné sur votre plaque, alors par différents moyens, qui peuvent être donc la gouge, ce qu'on appelle le pointe sèche, c'est comme un clou au bout d'un support, vous allez créer votre dessin, vous allez mettre de l'encre, mettre ça sous presse, poser une feuille de papier humide, parce qu'attention, l'eau rend le papier amoureux de l'encre, c'est important. Et un papier très amoureux donne une belle gravure. Et donc là, la pression énorme de ces machines permet d'imprimer des choses d'une très très grande finesse. Après, il y a le travail sur toile, mais c'est un autre atelier, c'est une autre pratique. Mais pour moi, c'est absolument complémentaire parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand un auteur me propose un projet, je me dis, bon, ça rentre dans telle collection, tel format, telle technique, et puis quelle image je vais pouvoir poser dessus. Et là, je me dis, bon, c'est bien, mais tu vas pas refaire toujours la même chose, donc j'essaie d'avancer, d'évoluer, et en fait, les propositions des auteurs me font évoluer, et me font croiser les techniques de gravure, d'imprimerie, de peinture. Il m'arrive de peindre avec de l'encre d'imprimerie, avec de l'encre de sérigraphie. Alors c'est pas vraiment orthodoxe. Vous ne trouvez pas ça dans les manuels. Mais ça marche. Ben, des fois ça marche pas, mais souvent ça marche. Qu'est-ce qui vous fait décider le nombre d'exemplaires que vous allez imprimer? C'est le projet que vous avez avec l'auteur ou c'est vous qui estimez? Je suis toujours épaté par la confiance que me font les auteurs. Même des gens comme Michel Butor, André Chédid, qui étaient des gens adorables, d'une simplicité merveilleuse. Vous faites comme vous voulez, Robert. Et quand vous adressez à Michel Butor, André Chédid ou Salas Tétier, vous êtes quand même un peu impressionné. Mais non, vous faites ce qui vous arrange. Ça sera parfait. Et donc, j'imagine le nombre d'exemplaires, en fait, c'est un peu notre capacité de vente. C'est un petit peu, mais pas forcément la notoriété de l'auteur. C'est la diffusion. Il faut savoir que je suis en autodiffusion, autodistribution. En fait, la vente, pour nous, c'est uniquement de la vente directe. On n'est pas en librairie parce que le livre d'artiste, c'est très bien, mais c'est fragile. En plus, les miens, la plupart ne sont pas reliés, donc les libraires, ils s'arrachent les cheveux, ça tombe, on vous pique les gravures. À Sorams, chaque fois, il m'appelait en me disant « Tu pourrais nous refaire des gravures parce qu'on a les livres, mais les gravures, elles sont parties toutes seules. » Bon, c'est pas grave. J'avais les matrices, je refaisais mes gravures. Et je comprends que pour les libraires qui, en plus de ça, sont débordés et souvent manquent de place, ça ne marche pas. Donc, on essaie de coller à une demande supposée. Et puis il m'arrive de faire des rééditions. C'est assez rare, mais ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé pour Marianne, justement, parce que le livre a eu un succès considérable. Voilà, pour les raisons que vous imaginez. Après, la plupart du temps, quand j'ai refait des éditions, s'il y avait une raison particulière, c'était des jeunes auteurs. Parce que bizarrement, en fait, le livre d'artiste, c'est un petit monde.
vivant, actif, passionné, pas assez médiatisé, ça c'est ce que je déplore toujours, mais grâce à vous, on l'est un peu plus. Mais en fait, c'est comment dirais-je, c'est un écrin pour les textes de poésie. Et je connais au moins 2 ou 3 jeunes auteurs pour qui le fait de réimprimer, de refaire un livre, alors, encore une fois, avec les œuvres originales, ça leur a permis de présenter leur poésie dans des rencontres publiques et d'aller beaucoup plus loin, de rencontrer des grands éditeurs qui après vont faire des diffusions beaucoup plus importantes. Nous, on est vraiment dans un petit espace, c'est un domaine, une édition de niche, hein, c'est clair. Donc on jongle un peu avec ça. Alors moi, pris par l'enthousiasme, des fois j'aimerais en faire, on en parlait encore avec mon épouse cet après-midi, oh, moi j'en ferais bien 70. Oh, tu te calmes. Après les étagères, elles croulent, elles débordent. C'est ta capacité de travail aussi. Alors après, voilà, il y a ma capacité de travail. Comme disait Frédéric, un livre, j'ai beau me dire celui-là il va se faire tout seul, facilement, un livre c'est un mois de boulot, quoi. À côté de ça, il y a un peu c'est comme un pianiste qui est obligé de faire ses gammes il joue tous les jours, un musicien. Moi j'ai envie de dessiner, puis j'ai plein d'idées, donc dessiner, peindre, graver, préparer des expos, imaginer tel dispositif, ça prend beaucoup de temps, et le livre à côté. Donc il ne faut pas compter ses heures, mais bon, après j'ai la liberté de faire ce que je veux, comme je veux. Et donc, je suis aussi limité par cette force de travail qui a avec mon grand âge aussi. Voilà. Disons, bon, pour finir de répondre, je dirais que quand j'ai commencé il y a 20 ans, je tournais à 70-100 exemplaires et maintenant je suis plutôt à 50. À la fois pour des questions matérielles, mais aussi pour des questions économiques. Est-ce que vous aviez travaillé vraiment avec les personnes qui vous souhaitiez travailler, ou est-ce qu'il y a vraiment des auteurs ou autres avec qui vous rêveriez de travailler et que ça ne s'est pas encore fait? Oui, alors, je pense à, oui, effectivement, en fait, j'ai pas l'air, mais je suis extrêmement timide, ou j'étais, et il y a des gens avec qui j'ai jamais osé faire la démarche, et parmi eux, je vais en citer 2, c'est Guy Evic, Guy Evic, Carnac, et mon univers très minéral, ça aurait collé ô combien, et quelqu'un que j'ai découvert trop tard, où là j'ai pas été réactif, c'est Kenneth White. Kenneth White qui a une poésie qui vraiment me correspond à 150%, qui est décédé l'été dernier, je pense, et que j'admire profondément, mais malheureusement c'est trop tard pour le rencontrer. Oui. Pour le rencontrer peut-être, mais peut-être pour lui rendre hommage, c'est peut-être pas trop tard. Pour lui rendre hommage, oui. Mais c'est vrai que j'aurais vraiment aimé, parce qu'en fait il y a aussi des livres que j'ai envie de faire simplement parce que j'admire tel auteur, sa poésie, puis à la limite, je m'en fiche que ça se vende. Voilà, ça passe vraiment au second, même au troisième plan. Il y a vraiment aussi, un livre d'artiste, c'est entrer dans l'univers de la personne qui vous confie un texte, parce que c'est ses tripes, c'est son âme. Même des auteurs que je connais bien, des auteurs reconnus, il y a un engagement émotionnel, professionnel bien sûr aussi, intense. Donc on joue quand même avec une matière hypersensible. Et moi j'ai toujours un grand plaisir à découvrir l'univers de telle ou telle personne. Moi, j'ai parlé d'Ima Sango avec le peuple kanak que je ne connais pas, je n'ai jamais été là-bas, mais elle m'a ouvert des portes culturelles extraordinaires, et ainsi de suite, quoi. Donc ça, c'est vrai que le voyage, il est permanent avec les livres. On peut dire qu'il y a une rencontre, et puis une alchimie peut-être qui se fait Tout à fait. au bout d'un moment. Tout à fait.
Et d'ailleurs, la plupart des gens avec qui j'ai travaillé, on garde des liens. Et en plus, j'ai envie de les republier parce qu'il y a un suivi. Quelqu'un comme Philippe Costaglioli, on en est au 15e livre ensemble. Bon, là, c'est une complicité, c'est un jeu, c'est un bonheur. Et la plupart de mes auteurs, si je peux, je les republie. Parce que c'est voir avancer ensemble, en fait. Et ça, c'est aussi c'est les bonheurs secondaires apportés par ce travail. C'était sur vos carnets d'atelier. Vous passez toujours pas, parce que le peu que j'ai vu, ils ont l'air déjà, c'est déjà des livres d'artistes, rien que, alors que c'est que l'étape des carnets d'atelier, vous passez toujours par cette étape-là. Et après, comment c'est pour vous ce moment entre le carnet et le passage à un projet au-delà de la continuité? Alors, dans le cas de l'imprimerie nationale, c'était en fait au départ un outil de travail. Parce que quand on a commencé à travailler sur le projet, c'est moi qui réalisais les matrices, mais c'est eux qui allaient imprimer. Bruno Doucet proposait les textes, c'est eux qui allaient composer, faire la mise au point. Donc, il fallait que je leur donne une sorte de, ce qu'on appelle en imprimerie un bon à tirer. Donc j'ai passé une semaine à Douai à tirer toutes mes gravures. Moi j'avais fait une sorte de tri, de sélection. Dans le livre que vous avez vu, il y a des choses que, on va dire, moi j'aime bien, mais bof, en même temps, ça va pas. Je vais pas la retenir. Pour arriver à une sélection de 12 matrices qui vont être confiées à l'imprimerie nationale. Et il fallait que je leur donne un exemple et que je leur laisse un exemple du trait que je veux, de l'ancrage que je veux, de la couleur que je veux, des petites nuances. Et ça, c'est très difficile. Pour le maître imprimeur, c'est tout son talent. Imprimer une gravure, bon, ça se fait, mais arriver à imprimer 60 fois la même parfaitement, voilà. Donc ces carnets d'atelier, ils étaient destinés au départ à ça. Mais comme j'en avais fait beaucoup des essais, pareil avec le livre de Saint John Perse, j'avais énormément de... Parce que des fois on fait fausse route. On part Saint John Perse, je voulais faire des peintures, c'est sur papier, dans le livre. Et puis bon, j'ai fait une vingtaine de peintures et puis bof, c'était bien. Mais en fait, si moi je sens pas le boulot, je ne vais pas pouvoir le défendre. Si vraiment je ne suis pas bien avec ce que je fais, je ne peux pas. Donc, j'ai pris mes peintures et je me suis dit, on part sur une autre idée. Mais toutes ces peintures n'étaient pas si mal. Donc j'ai fait un carnet d'atelier. Mais au départ, le carnet d'atelier, en fait, comme pour beaucoup d'artistes, pendant le Covid, on avait beaucoup de temps, comme tout le monde d'ailleurs. Et on a beaucoup rangé, parce que vous imaginez qu'au bout de 30 ans de travail, il y a de tout, il y a des toiles, mais il y a aussi des carnets, des tiroirs pleins de dessins. Et je me suis dit, mais ranger, ça pourrait être aussi rangé sous la forme de livres. Et là, j'ai commencé à faire on pourrait presque dire, toute une collection de livres qui sont des carnets d'atelier, par thème, par époque, par technique. Et il y en a pas mal. Et il y en a surtout encore beaucoup plus à faire. Oui. Mais dans vos carnets d'atelier, il y a vos peintures, vos gravures, mais est-ce que c'est vous qui mettez en place le texte, la manière dont vous allez... Ah oui. Oui, vous vous occupez de... Oui, je fais tout là. On vous donne les textes dans les textes. Alors, dans les carnets d'atelier, soit ce sont des notes de voyage personnelles, et quelquefois quelques textes de poésie. Bon, comme j'ai l'habitude de dire, moi je ne suis pas poète. Je suis un modeste artisan, dans le sens où je connais trop le travail que font les poètes pour ciseler un texte, pour moi me prétendre poète. Mais il m'arrive quelquefois de commettre, comme je dis, quelques vers. Et ça, je l'utilise éventuellement dans mes carnets d'atelier, voire même dans quelques livres, d'une part, et sinon des fois des citations. On peut très bien utiliser des citations de Saint John Perse ou d'autres personnes sans avoir des problèmes de droit à demander ou autre, pour
créer ce dialogue, parce qu'on est quand même toujours dans le lien poésie, texte et image. Mais c'est plus une manière de rendre accessible d'une façon organisée des séries de travaux qui correspondent à une époque, à un voyage, à telle ou telle chose. Et comme je disais, j'en ai encore beaucoup. Mais en plus, c'est un espace de liberté totale. Alors, c'est pas des carnets de voyage, c'est vraiment le carnet d'atelier. Donc, où je vais faire, je vais dire n'importe quoi. Je peux faire ce qui m'amuse. Là, je peux me lâcher. Disons, voilà, c'est encore plus libre que les livres d'artistes. Oui, mais quand vous faites un livre d'artiste, vous avez vos peintures, je ne veux pas dire illustration parce que c'est pas ça, puisque ça navigue entre le texte, et le texte il n'est pas de vous, mais comment vous le posez, comment vous formez la page. C'est que votre travail ou c'est le travail avec le poète? Non, les poètes, comme je disais, me font totalement confiance. Et c'est toujours un étonnement. Et en fait, c'est moi qui décide de l'emplacement. Alors, il y a des considérations à la fois esthétiques, mais aussi des considérations matérielles. Par exemple, le livre comme Amzerzo, ou voilà, ceux qui sont là, vous avez... L'idée, c'est un texte extrêmement court, mais intense, et une grande image. Parce qu'en fait, sur une grande image, Amzerzo, c'est 54 cm de long et 22 de haut. Donc, en fait, je me fais plaisir. Et ça fonctionne très bien avec un texte court, mais puissant, intense. Vous avez 2 pages de poésie, mais quand vous avez... L'idée, c'est que quand vous avez lu ces 2 pages de poésie, elles vous nourrissent pour la journée ou pour la semaine. Et avec ça, je fais un livre. Après, quand c'est plus long, je vais l'organiser une sorte de scansion au milieu du texte. Quelquefois dans le texte même. Mais souvent, j'évite de mélanger. Ça, c'est une habitude avec la typographie. Le problème, c'est que si vous ratez la gravure et que vous ayez fait la typographie, ou inversement, vous ratez les deux, il faut tout recommencer. Donc souvent, je dissocie les images, ce qui quelque part me complique un peu la vie, et je dissocie les images des textes imprimés. Parce que pour pas... Bon, je rate une gravure, je la refais. Je rate une gravure, plus 2 pages de texte, je suis pas content. Pas content du tout. Vous avez parfois édité des ouvrages avec des textes écrits à partir de vos dessins par les auteurs. Est-ce que... Dans le sens inverse. C'est assez rare, C'est souvent les auteurs qui me proposent des textes. Quelqu'un qui me proposait ce que vous dites là, c'est Yves Namur de Belgique, parce que Yves Namur, maintenant il est le secrétaire de l'Académie royale, il est retraité, mais c'était un médecin, il exerce encore un petit peu, poète et éditeur. Donc quelqu'un qui, je crois qu'il dort jamais, Yves. Et il me disait, envoie-moi un projet, envoie-moi des dessins et j'écrirai par-dessus. Mais c'est quand même pas souvent comme ça que je travaille. C'est plutôt des personnes qui me proposent des manuscrits. Et j'en reçois assez régulièrement. Alors des fois, c'est plus ou moins... Ça ne correspond pas forcément à ce que je peux faire aussi. Mais voilà, après je réponds, j'explique pourquoi oui, pourquoi non. Le genre du carnet de voyage, c'est un genre que vous avez... Non, c'est pas que c'est... Comment? Alors que vous pourriez. Je pourrais. Non seulement je pourrais, mais en plus, j'aimerais bien. Mais en fait, matériellement, c'est pas possible. Parce que là, je vous ai montré un certain nombre de choses. Mais il faut savoir que j'ai fait de la sculpture, j'ai fait de la soudure, j'ai fait de la céramique, pas mal. Et je dois en oublier. Et que la sérigraphie ou la typographie, je me suis formé tout seul. Bon, après, on a toujours un copain, une ressource, comme on dit, une hotline, un copain qui a dit « je ne m'en sors pas, là, tu peux me dire comment faire ». Mais à un moment donné, on est obligé un petit peu de se cadrer pour arriver à être dans un suivi, dans un travail approfondi. Et le livre me demande quand même beaucoup de temps et de travail. On peut dire que le livre...
y compris les carnets d'atelier, donc qui correspondent à peu près à la période Covid jusqu'à aujourd'hui, c'est les 3/4 de mon activité. Donc je m'interdis, j'essaie d'être raisonnable, je m'interdis de me disperser. Donc l'écriture, vous écartez. Alors, sauf en voyage. En voyage où j'ai plus de temps, en fait en voyage j'ai un matériel, vous voyez, en voyage je pars avec ma trousse. Sans ma trousse, là je rentre à la maison de suite. Donc j'ai ça, du papier, plein les poches, des petits carnets pour dessiner même en voiture, mais je conduis pas dans ces cas-là. Voilà, pour toutes circonstances. Et j'ai quand même plus de temps qu'à la maison et à l'atelier, donc là je vais prendre des notes qui quelquefois sont un peu à tendance poétique. Voilà. Mais je disais dessiner en voiture, ça m'a valu juste une petite anecdote. J'étais à Siwa. Siwa, c'est là où Alexandre a été déclaré de lignée divine, donc de ce fait qu'il pouvait créer la dynastie des Ptolémées. Et donc je faisais comme tous les touristes, j'avais pris un chauffeur avec un 4x4 et j'étais assis à côté de lui et je dessinais, malgré les chaos. Et alors ce monsieur, très sérieux, il me regarde, puis il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» En anglais. Et j'explique que c'est mon boulot, que j'aime ça, que je dessine, et puis je conclus en disant « C'est tellement beau que de toute façon je ne peux pas m'empêcher de dessiner. » Silence. Et au bout d'un moment, il me dit « Puisque c'est comme ça, je vais te montrer mon désert. » Et on a passé, je dis on parce qu'il y avait un couple de jeunes touristes avec nous, on était 4 avec le chauffeur, et il nous a fait un parcours où il n'amenait pas les gens d'habitude. En fait, il nous a amenés dans des endroits absolument sublimes où il devait se retirer pour méditer, pour prier, je ne sais pas. Mais voilà. Et là, c'est le cadeau de la vie, le cadeau de la relation. Parce que les gens, quand ils vous voient dessiner, en fait, ça les amuse, ça les intrigue, ça les passionne. Pourquoi il fait ça et pourquoi tu dessines la mosquée au coin de la rue? Mais parce que elle est tellement belle. La mosquée ou l'église, peu importe. Et les gens, ah oui, c'est vrai que j'y passe devant tous les jours et je la redécouvre à travers ton dessin. Et ça, là aussi, c'est les cadeaux. Mais le structurer en carnet de voyage, c'est encore une autre démarche. Et encore une fois, il faut un peu se cantonner. Donc pour le moment, les notes, vous les stockez, vous ne les publiez pas? J'essaye de les organiser en livres maintenant. Voilà. C'est une bonne question. Je pense à une donation future. C'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous avez un projet d'espace public ou de fondation? Ouh, alors là, c'est la bonne question, effectivement. Excellente question. Alors, effectivement, quand on a, comme moi, 35 ans de travail, il y a énormément de choses. Je ne dis pas que tout est de qualité et intéressant, mais c'est vrai que j'ai parlé des gravures manuscrites, sont des pièces que je ne vends pas. J'ai une collection, j'en ai 250 je crois, quelque chose comme ça. 7, ils en ont une centaine. Et maintenant, ça a une valeur patrimoniale. Enfin, Valérie, on en reparlera si vous voulez. Mais c'est vrai qu'un jour, va se poser la question de la transmission. Alors, pour les pièces artistiques, et ce problème, il se pose pour nombre de mes collègues, avec les livres, avec les gravures, avec les tableaux. Mais en plus, il y a vous avez un peu vu l'atelier, c'est un mini musée de l'imprimerie. Alors, rien à voir avec l'atelier de Douai. Mais c'est vrai qu'il y a, pour moi, la question de la transmission à la fois du matériel et du savoir-faire. Ça, c'est quelque chose qui est problématique pour tous les gens qui font le même travail que moi, parce qu'on se pose la question. Transmettre à des jeunes, oui, il y en a de plus en plus qui sont intéressés, mais arriver à vivre de ce métier de but en blanc quand on a besoin de se loger, de s'installer dans la vie quand on a 20 ans ou 30 ans, c'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être mieux connu, mieux apprécié, mieux médiatisé, pour justement faire connaître ces savoir-faire. Parce que
en fait, c'est pas simplement le plaisir d'avoir des mains dans l'encre et des belles machines et de se faire plaisir. Ce qui est derrière ce travail, c'est aussi tout un rapport à la créativité. J'ai travaillé avec des enfants, des personnes handicapées, avec des adultes, et ce dont je me suis rendu compte, c'est que parlant d'art, de la pratique artistique, en fait, vous êtes dans un rapport à la personne et de la personne à elle-même. C'est-à-dire que si vous donnez les moyens à quelqu'un de créer, peu importe quoi, avec de la terre, avec un instrument de musique, les percussions ou la peinture, vous lui permettez d'établir un rapport plus fort, de meilleure qualité entre lui-même et sa propre créativité. Ça va se retrouver après dans sa vie personnelle, dans son travail, peu importe. C'est-à-dire, là, on s'éloigne du domaine artistique. Mais pour moi, ce rapport à la création il est très important. Alors, parce que j'ai travaillé avec des personnes handicapées et que, comme je dis, je ne suis pas sûr de leur avoir apporté quelque chose, mais eux, les personnes handicapées, m'ont énormément apporté. J'étais dans une institution qui était centrée sur le handicap et la création. Mais la question de la transmission, c'est un problème majeur, oui, effectivement. De l'œuvre, du savoir-faire et du matériel. Et pour le moment, je n'ai pas la réponse. Alors, ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Au départ. Au départ? Oh là! Vous voulez que je Alors, bon, très rapidement, avec un peu d'humour, en fait, je viens d'un milieu où il n'est pas question ni d'art, ni de livres, ni... Je voulais faire les beaux-arts, et à l'âge que j'ai, et dans la famille où j'étais, mon père m'a dit, tu feras du droit. Mais il n'y a pas de mais. Bon. Donc j'ai fait 6 mois en première année de droit, et puis après j'en ai eu marre, et je leur ai dit bon c'est bon, je vais travailler. Donc j'ai fait des petits boulots, et après je suis rentré dans une banque. Et là, comme je dis, j'étais très bien payé, ne sachant rien faire, je trouvais que c'était pas mal, mais imaginez Gaston Lagaffe à la banque. Vraiment, il faut dire, j'étais archiviste. Donc, vous voyez Gaston Lagaffe, et j'ai connu le tout papier. C'est-à-dire qu'avant les ordinateurs, à l'époque où les ordinateurs c'était comme une armoire normande. Donc je régnais, j'avais pas la mouette, mais j'avais la cafetière et bien sûr mon carnet de dessin au fond des archives où je régnais sur un univers de papier pendant plusieurs années et où j'ai fait quand même pas mal de sottises un peu comme Gaston, quoi. Une chaudière par-ci. Je ne vais pas raconter ça parce que sinon, effectivement, ça serait une autre conférence. Il y a déjà une relation papier. Il y a toujours une relation au papier. J'ai toujours aimé le papier. Toujours aimé le papier. Et puis un beau jour, je me suis dit, bon, stop, je peux plus. Et là, je me suis dit, maintenant, tu vas travailler. Alors, je n'ai pas parlé de cet aspect-là, mais vous savez que c'est tout ce que vous voyez là, c'est venu avec beaucoup d'heures de travail. Bon, c'est comme ça. Et je ne le regrette pas, bien au contraire. Mais voilà, à un moment donné, je me suis dit, maintenant, tu n'es pas à ta place, tu vas te construire ton travail. Je dois à mon épouse ici présente énormément d'aide, énormément. D'abord, sans elle, au début, je serais mort de faim, sans doute, mais vous voyez que bon, il y a de beaux restes encore. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est aussi un travail à deux. Quand les vaches étaient trop maigres, et Martine faisait bouillir la marmite, et puis moi, j'essayais de me bagarrer avec la création. Il y a eu des périodes un peu difficiles, hein, c'est sûr, mais après, bon, ça vient, quoi. C'est ce que je dis aux jeunes quand j'ai l'occasion de leur parler de ce métier. Soyez patients, soyez d'abord curieux, créatifs, ouverts, et avec le temps, ça vient. Mais il faut avoir quand même un support. Alors il y a des jeunes qui se lancent, on en connaît quand même quelques-uns, et quand on peut les aider, on le fait. Est-ce que l'expérience de Pierre-André Benoît dans la région vous a... Oui. Alors je ne l'ai pas connu, j'ai connu son exécuteur testamentaire. Oui, c'est à la fois la personne, la qualité du travail qui était magnifique, et aussi cette démarche un peu... voilà, Pierre-André Benoît, il travaillait sur des rhodoïdes qu'il envoyait aux
aux artistes. Et après, il imprimait avec une presse litho qui n'était pas faite vraiment pour ça, mais il arrivait à sortir des chefs-d'œuvre avec un matériel très simple. Une presse litho, c'est pas rien, mais voilà, il avait une créativité fabuleuse. Et puis, il peignait merveilleusement. Et son rapport au livre, à la fois précieux mais ludique, effectivement, c'est un peu que me touchait. Il écrivait aussi. Et il écrivait, oui. J'ai même publié un de ses, grâce à Jean-Paul Martin, donc, qui s'occupait de son œuvre, j'ai même pu publier un texte de table. Ouais. C'est là aussi des grands moments de rencontre par-delà les générations, par-delà les époques, puisque je ne l'ai pas connu. Après les échanges peuvent continuer près de la table devant les...